Ah bah tiens, vous êtes là. Bonjour à tous, et bienvenue sur Vitny Studio. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de No Fake. Vous voyez, je mets la tenue qui veut rien dire en vrai, mais bon. Bon, on va parler de l'hépatite B. Ouais, mais avant toute chose, je vous rappelle que le sondage sur votre approche de la vaccination il est toujours disponible en description. Et en attendant, place à l'épisode. Donc, l'hépatite B est une hépatite virale causée par le VHB, un virus d'hépatite B. Voilà, c'est une abréviation. L'hépatite B, comme beaucoup d'épidémies, elle a une histoire, elle a un background, comme on dit chez les jeunes. Donc la première épidémie répertoriée remonte à 1885 ou un peu avant, puisqu'en 1883 à Brême, un foyer de variole est détecté. Donc une campagne de vaccination contre la variole est mise en place. Et pas de bol, la lymphe utilisée dans les vaccins provenant dans les vaccins pour la variole provenait de porteurs de l'hépatite B. En gros, on utilisait de la lymphe parce que en fait c'était un peu équivalent au pus de pustule des personnes qui ont la vaccine. Allez voir l'épisode sur la variole, vous comprendrez. Donc ça provenait de porteurs d'hépatite B. Donc quelques temps après, 10 à 15% des personnes vaccinées ont commencé à développer l'autisme. Pardon, non, ça c'est les conneries de Wakefield. Du coup, on remarque chez cette proportion de personnes ayant été vaccinées l'apparition de dictère. En gros, c'est le nom scientifique d'une jaunisse et des troubles hépatiques. À ce moment-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Tous les autres vaccinés n'ont rien eu. Et ceux qui ont des problèmes, on va voir qu'en fait, ils ont été vaccinés avec des vaccins qui proviennent des mêmes lots de lymphe. En gros, on peut considérer qu'il y a une partie des lots qui a été contaminée par quelque chose. Mais on ne sait pas encore trop, puisqu'à ce moment-là, il n'y a que causalité. Enfin, corrélation. Il y aura d'autres cas par la suite à des mesures d'hygiène pas folles en ce qui concerne les aiguilles et les médocs injectables. Autant vous dire que les mesures qui ont été prises par la suite pour les maladies qui peuvent se transmettre par le sang, de fournir des aiguilles aux toxicomanes, c'est salvateur en termes de politique sanitaire. Même si en vrai la meilleure solution, ça serait de faire en sorte qu'il y ait moins de toxicomanes, voire pas du tout. Bon, on sait pas trop ce que c'est, mais ça se ressemble toujours. En 1947 arrive une hypothèse d'une origine virale de cette maladie. On rappelle que c'est une hépatite. À ce moment-là, on ne l'appelle pas encore trop hépatite B. Et donc, cette maladie qui a un virus qui sera découvert en 1963. On reviendra plus tard sur les recherches sur la maladie quand on parlera du vaccin. Donc c'est une maladie qui a une période d'incubation de 45 à 180 jours, c'est-à-dire qu'il va se passer 45 à 180 jours sans qu'il n'y ait rien, avec une moyenne qui se situe entre 60 et 90 jours. Mais bon, ça dit pas comment on le chope. La maladie est transmissible par contact direct ou indirect avec du sang contaminé ou lors d'une session de BTP non protégée. Sortez couverts, ça vaut mieux. Le virus de l'hépatite B, il se réplique dans le foie. Et c'est là que commencent les complications. On peut avoir une infection aiguë ou chronique. Dans le cas de l'infection aiguë, on a plusieurs figures de cas. En réalité, on en a 3. On a la forme asymptomatique, c'est-à-dire qui peut s'appeler anictérique aussi, donc c'est sans jaunisse, qui représente 70% des cas, à peu près. Ensuite, on a la forme symptomatique qui représente environ 30% des cas. En réalité, c'est à chaque fois un peu moins, c'est un peu moins de 70% et c'est un peu moins de 30%. Vous allez comprendre pourquoi. Le patient a une ictère, en gros une jaunisse, un ictère, des urines foncées et des selles décolorées. Alors parfois les symptômes ne sont pas flagrants sur chaque point, mais il y a une combinaison de ces 3 trucs. Le début de l'infection, c'est une altération de l'état général avec fièvre, des douleurs,
ça ressemble à une bonne grippe avec des troubles digestifs, en gros la chiasse. Une perte d'appétit, donc peut-être un début d'anorexie aussi avec une hépatite. Et la gerbe. Vous remarquerez que sur certains points ça ressemble aussi à la mononucléose. Et ensuite seulement on a l'ictère qui arrive et qui est un signe flagrant d'une hépatite. En gros les symptômes mettent un peu de temps à arriver. Du moins les symptômes flagrants. Ça quel plaisir. Et enfin environ 1-2% des cas, on a dans environ 1-2% des cas, on a ce qu'on appelle l'hépatite fulminante. C'est une forme qui représente 90% de létalité. Autant vous dire qu'on est sur un truc qui est pas très loin de la rage. Hein. En termes de létalité. La rage, pour info, une fois qu'il y a les symptômes de la rage, c'est 100% de létalité. Là, quand tu as les symptômes d'une hépatite fulminante, ça va. 10% de chance de t'en tirer. Alors, c'est de l'humour, hein, c'est déjà très mauvais. En gros, c'est une destruction rapide du foie. La solution, c'est une greffe hépatique en urgence. Bref, un traitement cool et sans conséquences pour une maladie sympa, quoi. Bon. Maintenant, on va parler de la forme chronique et de en fait, comment ça se fait que le foie soit détruit. Donc on va préciser un point important, c'est que le virus, il a un faible pouvoir de destruction des cellules. Il est faiblement cytotoxique. En fait, c'est la réaction immunitaire face au virus hépatique qui détruit le foie. Maintenant qu'on a cette précision, on peut aborder la forme chronique, qui se développe en 3 phases, sachant que la dernière phase n'est pas systématique. Donc, la première phase dure généralement de 1 à plusieurs années. C'est la phase où le virus se développe dans le foie, donc c'est silencieux, c'est plus de l'incubation, c'est une phase d'invasion en quelque sorte. La deuxième phase, c'est la phase où la réponse immunitaire va s'intensifier. Si vous avez suivi avant, vous savez ce qui va se passer avec l'intensification de la réponse immunitaire. C'est un moment où l'activité de la maladie est très forte, ce qui peut occasionner fibrose ou cirrhose du foie. Ce qui peut vite entraîner des lésions très graves. Et c'est vraiment un moment où la maladie commence à détruire le foie. Enfin, plutôt la réaction immunitaire face à la maladie. Mais ça le détruit progressivement. Donc on a la troisième phase, qui ne se vient pas dans tous les cas. Oui, parce que l'hépatite chronique, ça peut être mortel. C'est une phase où l'activité de la maladie est faible, voire inexistante, avec cependant une possibilité fort sympathique de réactivation de la maladie à tout moment. Cependant, la maladie elle reste détectable par PCR dans 20% des cas. Enfin, détectable par PCR systématiquement, et dans 20% des cas, la maladie évolue vers une cirrhose. Il convient d'ajouter que le VHB est un puissant cancérogène pour le foie. Donc, je vous laisse imaginer si vous avez l'hépatite B et qu'en plus vous avez une consommation d'alcool. Et plus la consommation d'alcool sera forte, plus vous augmentez le facteur. En gros, un alcoolo qui a l'hépatite B, il est condamné à un cancer du foie. Et petite précision, l'hépatite chronique, en fait, c'est le foie qui se détruit, qui se reconstruit continuellement. Puisque le foie, il a un pouvoir régénératif. Donc en gros, voilà, l'hépatite chronique, c'est le foie qui est détruit, qui se reconstruit, qui est détruit, qui se reconstruit. Donc, en gros, vous avez des phases d'insuffisance hépatique et des phases où ça va bien. En gros, ça alterne phase 2, phase 3, phase 2, phase 3. En quelque sorte. Maintenant, on va aborder la vaccination contre l'hépatite B. Pour précision, le vaccin contre l'hépatite B est le premier vaccin qu'on a eu dans l'histoire qui est efficace dans la prévention d'un cancer. Oui, pour rappel, le VHB, c'est un cancérogène. Comme le papillomavirus d'ailleurs. Donc en 1963, on a Baruch Weinberg qui a découvert un élément capital dans le développement d'un vaccin antihépatique. L'antigène HBS qu'on retrouve chez tous les malades de l'hépatite. En gros, on a l'antigène de surface qui nous permet de faire agir les anticorps. En 1976, le professeur Philippe Maupas, un Français, cocorico, développe un premier vaccin antihépatique qui sera utilisé chez l'homme. Il s'agit d'un vaccin développé à partir du plasma sanguin des porteurs de l'hépatite B. C'est pas trop le vaccin le plus utilisé puisque depuis 1986 on a également des vaccins protéines recombinantes. C'est un peu les technologies qui sont utilisées dans des vaccins anti-Covid actuellement d'ailleurs. Le Novavax, il me semble, utilise la protéine recombinante. Enfin, je sais pas, au moment où j'écris cette vidéo, commence à arriver, mais on n'a pas. En fait, c'est un vaccin qui va être utilisé minoritairement en France, par exemple, le Novavax. Mais bon,
Pour revenir à ça, donc, pour revenir à l'hépatite B, donc, depuis 1986, c'est un vaccin à protéines recombinantes qu'on a, qui est en supplément du vaccin précédent, mais qui est beaucoup plus utilisé que le vaccin précédent, parce que un peu m'ébranlé. Et depuis 2006, des recherches sont menées dans le cadre du développement d'un vaccin à ADN. Pas un vaccin à ARN messager, un vaccin à ADN. On peut envisager la possibilité du développement d'un vaccin à ARN messager dans les années qui arrivent. Pourquoi pas? Après tout, ça a l'air d'une technologie prometteuse. Voilà, on a fini avec l'hépatite B, donc vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!